can't continue to keep hurting people and nothing ever happens. Everything in life, you're gonna have people that are bad and people that are good. You have to choose your side. Puffy, Puff Daddy, Diddy, Sean Combs, all of these reincarnations, all those name changes are attached to really bad deeds. You know, God told me to do nothing. See, but you understand, you're doing something. Other people that need to do something, because this is ridiculous, y'all watching. Us watching this shit. You feel me? So he wants me to do nothing and to figure out whatever. I know you, Puff. I know you hide things well. I know you bury things well. I know you lie well. Send it to us. That's why God telling me not to do nothing. Y'all do it. Y'all see it. Y'all watch this shit. You didn't think I would ever get to the point of telling people what you've done. I'm not really supposed to be doing that. Put us in a room with people who don't know. And he's the most powerful man. I want to fight for, just and not guilty. Like, I want to have a life to be able to live. It's really going to be hard for me to take more hits than I take it. We need the core theme to be, you didn't do anything wrong. We're losing sight of the big picture, man. It's the middle of September and there's still no indictment. Then you have to have a spokesman. You have to have some sort of comms to constantly be pushing that, Mark. When you're a leader in that way, it's admirable until you get to the point where you want to control everyone around you. He got to that point. It's like Scarface, the movie. I want the world and everything that's in it. But you got everything. Hey, yo, New York, we did it! Harlem, we did it, Mount Vernon, we did it! Documentaire sur Sean Combs, qu'on appelle aussi Diddy, donc magnat du hip-hop, condamné à, c'est 4 ans de prison pour transport de personnes à des fins de prostitution. Et pourtant, P. Diddy risque toujours 20 ans d'emprisonnement car oui, il a été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution. Pour rappel, Sean Combs, de son vrai nom, était accusé d'avoir forcé des femmes à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués pendant qu'ils se masturbaient ou se filmaient. Il a été reconnu coupable d'avoir transporté 2 femmes dont son ex-compagne Cassandra Ventura à travers les États-Unis pour les livrer à des actes de prostitution. Disturbing allegations against Sean Diddy Combs. Sean Diddy Combs has been accused of beating and sexually assaulting his ex-girlfriend and singer, Cassie. Sean Diddy Combs, accused of sex trafficking and sexual assault. Sean Diddy Combs is facing new allegations of sexual assault. This time, a woman claims the rapper drugged and sexually assaulted her. The allegations are absolutely horrific. She says she was 17, she was only in 11th grade at the time. A music producer who claims to have worked with and lived with Sean Combs for a period of time alleges there were underage girls, hidden cameras, and sexual harassment. As we speak in both LA and Miami Beach. Homeland Security agents converging on the home of Sean Diddy Combs. Dozens of agents searched the property for hours, leaving with boxes of evidence. As part of an investigation into alleged sex and drug trafficking. Where is he? Where was Sean Diddy Combs? Officials haven't yet confirmed whether or not he is in custody. Diddy n'est pas la victime. Preuve qu'il est libre dans 4 ans seulement. Et contrairement à ce que beaucoup veulent vous faire croire, il n'a jamais été un homme seul. Diddy est le boss. Pendant 30 ans, il a dominé l'industrie. Il a créé des carrières. Il a fait gagner de l'argent à tout le monde. Et aujourd'hui, certains de ceux qui ont profité de son pouvoir se servent de sa chute pour encaisser des millions. Même ses ennemis. Même 50-100. Cette phrase va déranger. Mais restez jusqu'au bout, parce que nous allons vous montrer pourquoi cette affirmation n'est pas aussi absurde qu'elle en a l'air. Ce que vous allez voir ici, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Pas parce que les autres ne savent pas, mais parce que peu osent relier tous les points. Depuis des semaines, YouTube est saturé de vidéos sur Diddy, des réactions, des résumés, des indignations. Mais presque personne ne vous explique comment un empire pareil a pu fonctionner aussi longtemps. Pourquoi l'industrie a protégé? Pourquoi la justice est arrivée si tard? Et surtout,
pourquoi la chute de Didi est devenue un business extrêmement rentable pour ceux qui l'entouraient. Et pour ceux qui le combattaient, cette vidéo ne va pas choisir un camp. Elle va démonter un système. De la première plainte en 2023, au verdict fédéral de 2025, de l'incarcération de Didi. Au documentaire Netflix produit par son plus vieil ennemi, nous allons reconstituer l'histoire complète, chronologiquement, factuellement, sans morale facile. Vous allez comprendre comment le pouvoir protège. Comment l'argent achète le silence. Et comment, une fois le géant à terre, tout le monde se rue sur sa carcasse. Si vous pensez déjà connaître cette affaire, restez, parce que ce que vous allez entendre ensuite ne parle pas seulement de Didi, ni de 50 Cent, ni même de musique. Ça parle de domination, d'hypocrisie, et de ce que personne n'ose dire quand un empire s'effondre. Installez-vous, branchez vos écouteurs si vous en avez. L'autopsie commence maintenant. Cassie Ventura est la principale témoin du procès. Elle est sortie avec le rappeur de 2007 à 2018. Une vidéosurveillance datant de 2016 avait été révélée par CNN. Elle montrait Cassandra Ventura violentée par P. Diddy, rouée de coups de pied à la sortie d'un hôtel. La chanteuse avait aussi porté plainte pour viol pour des faits remontant à 2018, accusant Diddy de comportements déviants et violents. Le jury a estimé que Combs était coupable d'avoir transporté Cassie Ventura et Jane Doe dans des lieux où elle participerait à des actes sexuels et à de la prostitution. Les deux femmes qui ont eu des relations avec Combs ont témoigné au sujet d'orgies sexuelles alimentées par la drogue, connue sous le nom de freak-offs. Elles ont décrit ces rencontres sexuelles devant le tribunal. Elles ont déclaré que Diddy engageait des escortes masculins pour avoir des relations sexuelles avec elles pendant qu'il regardait, parfois en enregistrant ou en dirigeant la scène. Juillet 2025, tribunal fédéral de Manhattan, New York. Ce jour-là, Sean Diddy Combs ne franchit pas les portes d'un palais de justice comme il l'a toujours fait dans sa vie. En homme puissant, intouchable, entouré, il entre en accusé fédéral. Menotté, silencieux, encadré par ses avocats. Pour la première fois depuis plus de 30 ans de carrière, le patron de Bad Boy Records, le milliardaire du hip-hop, l'homme qui a façonné des dizaines de carrières, fait face à une réalité qu'aucun chèque, aucun réseau, aucun contact politique ne peut effacer. Il est jugé par la justice fédérale américaine. Le procès est l'aboutissement de 18 mois d'enquête, déclenchée après une série de plaintes civiles déposées à partir de novembre 2023, dont celle de Cassie Ventura, son ex-compagne. Mais ici, le tribunal ne juge pas une relation toxique. Il ne juge pas une morale. Il ne juge pas une réputation. Il juge des faits pénaux précis, juridiquement exploitables. Les chefs d'accusation retenus. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Diddy n'est pas jugé pour tout ce qu'on raconte sur lui. La justice fédérale est stratégique. Elle écarte ce qu'elle ne peut pas prouver formellement et se concentre sur ce qu'elle peut démontrer noir sur blanc. Transport de personnes à travers plusieurs États américains à des fins de prostitution. Organisation logistique d'actes sexuels rémunérés. Abus de pouvoir dans un cadre professionnel structuré. Ces chefs d'accusation peuvent sembler moins spectaculaires que ce que racontent les réseaux sociaux. Mais juridiquement, ils sont dévastateurs. Car en droit fédéral américain, le transport inter-État suffit à caractériser un crime, même si les relations étaient, sur le papier, consenties, et c'est là que le dossier devient solide. Ce que les procureurs présentent au jury pendant plusieurs semaines, l'accusation déroule une mécanique froide. Billets d'avion achetés par des sociétés liées à Diddy, réservation d'hôtels payés par ses équipes, déplacements coordonnés entre plusieurs États, messages, appels, agendas, témoignages concordants de plusieurs femmes. La justice ne parle pas de soirées privées, elle parle de logistique organisée, des femmes déplacées, des lieux imposés, un cadre professionnel contrôlé par un seul homme. Et ce point est central, parce que Sean Combs n'est pas un particulier, c'est un employeur, un producteur, un décideur économique. Le rapport de force est évident. La défense, une ligne classique et insuffisante. Les avocats de Diddy adoptent une stratégie connue. Relations consenties, mode de vie extravagant, accusations opportunistes,
personnes adultes et responsables. Mais cette défense se heurte à une réalité juridique brutale. Le consentement n'efface pas l'exploitation structurelle. Le luxe n'annule pas la contrainte économique. Quand une carrière dépend d'un homme, quand un contrat dépend de son bon vouloir, quand un refus signifie la fin d'une trajectoire professionnelle. La justice considère que le consentement est vicié, et le jury comprend. Le verdict. Après plusieurs jours de délibération, le verdict tombe. Sean Diddy Combs est acquitté des chefs les plus lourds, notamment ceux liés au RICO et au trafic sexuel de mineurs. Reconnu coupable de 2 chefs d'accusation fédéraux de transport de personnes à des fins de prostitution, ce verdict n'est pas maximal, mais il est historique, car il dit une chose très claire. Diddy n'était pas simplement un homme avec des excès, il était l'organisateur. La sentence. Le 3 octobre 2025, le juge fédéral prononce la peine, 50 mois de prison ferme, soit 4 ans et 2 mois, accompagné d'une amende de $500 000. Sean Combs est immédiatement incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, une prison fédérale connue pour sa dureté. Pas de villa, pas de bracelet, pas de faveur. Pour la première fois de sa vie adulte, l'homme qui contrôlait tout ne contrôle plus rien. Et c'est ici que l'histoire bascule, car cette condamnation n'est pas seulement la chute d'un individu. C'est le signal que le système de protection a lâché. Pendant 30 ans, l'industrie savait. Les rumeurs existaient, les accords se signaient, le silence s'achetait. Mais une fois la ligne pénale franchie, tout change. Les marques se retirent, les partenaires disparaissent, les anciens alliés se taisent. Et surtout, les ennemis sortent de l'ombre. C'est à ce moment précis, quand Diddy est enfermé, affaibli, juridiquement neutralisé, que 50 Cent entre officiellement en scène. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre comment un tel empire a pu fonctionner aussi longtemps sans tomber. Et pour cela, il faut remonter bien plus loin. Retour dans les années 90, à la naissance d'un homme devenu intouchable. Avant les plaintes, avant les procès, avant les documentaires, il faut revenir à une époque où tout commence. New York, début des années 90, Sean Combs n'est pas encore Diddy. Il n'est pas une star, il n'est pas un milliardaire. Il est stagiaire chez Uptown Records. Mais très vite, une chose saute aux yeux de tous ceux qui travaillent avec lui. Ce jeune homme ne veut pas faire de la musique, il veut le pouvoir. Chez Uptown, Diddy apprend les bases. Comment signer un artiste, comment vendre une image, comment contrôler un narratif. Mais surtout, il apprend une règle fondamentale de l'industrie. Celui qui contrôle l'accès, contrôle les gens. Dès cette époque, son comportement dérange. Anciens employés et cadres raconteront plus tard. Humiliation publique, pression constante, décision autoritaire, culture de la peur. Mais il est efficace. Il rapporte de l'argent. Et dans l'industrie musicale, l'argent pardonne tout. 1993, la chute qui devient une opportunité. En 1993, Diddy est viré d'Uptown Records. Officiellement, méthodes excessives. Officieusement, trop dangereux, trop incontrôlable. Mais ce licenciement va créer un monstre. Quelques mois plus tard, il fonde Bad Boy Records. Et dès le départ, Bad Boy n'est pas un label comme les autres. Ce n'est pas une maison de création. C'est une structure de domination. Biggie Smalls, le pacte fondateur. Quand Diddy signe Christopher Wallace Biggie Smalls, il ne signe pas seulement un rappeur. Il signe une voix, une rue, une crédibilité. Mais le contrat est clair. Biggie dépend entièrement de Bad Boy. Production, promotion, image, accès aux médias. Tout passe par Diddy. Et le succès est immédiat. Ready to Die explose. Bad Boy devient un empire. Et Diddy devient intouchable. Pourquoi ? Parce que chaque succès renforce son pouvoir de négociation. Chaque hit achète un nouveau silence. Chaque million crée un nouveau complice passif. La mécanique du contrôle. Dans les années 90 et 2000, les artistes Bad Boy suivent tous le même schéma. Ascension fulgurante, dépendance économique totale, chute brutale ou disparition médiatique. Maz, Faith Evans, Total, Danity Kane plus tard, les contrats sont déséquilibrés. Les artistes se plaignent, mais après coup, quand ils n'ont plus rien à perdre. Et à chaque fois,
La même réponse de l'industrie. C'est le business. Mais derrière le business, une autre réalité se construit. Les rumeurs que personne ne veut entendre. Dès la fin des années 90, des rumeurs circulent. Pas sur Twitter, pas sur YouTube. Dans les coulisses, soirées privées fermées, comportements violents, relations imposées, témoins réduits au silence. Des accords sont signés, des plaintes n'aboutissent pas, des carrières sont stoppées net. Pourquoi ? Parce que Diddy n'est plus seulement un producteur. Il est un partenaire des marques, un invité politique, un visage de la réussite noire américaine. L'attaquer, c'est attaquer un symbole. Et aucun média mainstream ne veut être celui qui déclenche une guerre contre une machine aussi rentable. L'industrie choisit son camp, il faut être clair. Si Diddy a tenu aussi longtemps, ce n'est pas parce que personne ne savait. C'est parce que les labels gagnaient, les médias vendaient, les sponsors profitaient, les artistes espéraient, le silence était un investissement. Chaque acteur du système y trouvait son compte. Et Diddy, lui, comprenait une chose essentielle. Tant qu'il faisait gagner de l'argent, il serait protégé. Mais aucun empire ne tient éternellement. Et ce qui va fissurer cette armure ne viendra ni d'un rival, ni d'un journaliste, ni d'un clash musical. Ça viendra de l'intérieur, d'une femme, d'une plainte, d'un nom. Pendant plus de 10 ans, Cassie Ventura n'est pas seulement une artiste signée chez Bad Boy. Elle est sous l'emprise directe de Sean Combs. Quand elle rencontre Diddy en 2006, Cassie a 19 ans. Lui en a 37. Il est déjà multimillionnaire, producteur star, icône de l'industrie. Le rapport de force est inexistant. Il contrôle sa carrière, son image, ses revenus, son entourage. Cassie ne signe pas seulement un contrat artistique. Elle entre dans une relation de dépendance totale. Ce que la plainte révèle vraiment. Le 16 novembre 2023, Cassie Ventura dépose une plainte civile de 35 pages devant la Cour fédérale de New York. Ce document n'est pas une accusation floue. C'est un récit précis, daté, structuré. Elle accuse Sean Combs de viol répété sur plusieurs années, violence physique documentée, séquestration, trafic sexuel, usage de drogue pour contrôler son consentement, menace constante pour la réduire au silence. Elle décrit un système organisé, pas des débordements émotionnels, des hôtels précis, des villes précises, des dates, des témoins indirects, des gardes du corps présents. Cassie explique que Diddy imposait des relations sexuelles avec des tiers, filmait certaines scènes, conservait ses vidéos comme moyen de chantage, pas pour le plaisir, pour le contrôle. Un détail qui change tout. Un élément de la plainte va alerter immédiatement les juristes. Cassie affirme que des personnes étaient transportées d'un état à un autre, dans un cadre organisé, à des fins sexuelles. Et là, on ne parle plus de morale, on parle de droit fédéral américain. C'est la frontière que Diddy n'aurait jamais dû franchir. 48 heures plus tard, le signal. Le 17 novembre 2023, moins de 48 heures après le dépôt de plainte, Sean Combs règle l'affaire à l'amiable. Montant non divulgué. Conditions. Confidentialité totale. Aucun procès. Aucun débat public. Aucune contre-plainte. Ce règlement est clair, ne prouve pas juridiquement la culpabilité. Mais dans les faits, il envoie un message extrêmement clair. Je ne veux pas que ça aille plus loin. Et surtout, si elle parle peut être que vous pouvez aussi. L'effet psychologique est immédiat. Pendant des années, Cassie était perçue comme une ex, une artiste oubliée, une figure fragile. Mais en déposant plainte, elle devient autre chose. La première a brisé le silence sans se cacher. Et ce geste change tout. Car à partir de ce moment-là, le système de protection commence à se fissurer. Des femmes qui se taisaient depuis 10, 15, parfois 20 ans, comprennent une chose. Diddy n'est plus invincible. L'industrie ne réagit pas, et c'est révélateur. Aucun soutien massif des grandes figures du hip-hop. Aucune condamnation ferme des labels. Aucune prise de position courageuse. Le silence est assourdissant. Pourquoi ? Parce que parler maintenant, c'est admettre qu'on savait avant. Et ça, l'industrie ne peut pas se le permettre. Mais la justice, elle, a compris autre chose. La plainte de Cassie n'est pas seulement un témoignage. C'est une clé qui ouvre. D'autres dossiers, d'autres noms, d'autres témoignages. Car une fois qu'une femme parle, le récit collectif devient impossible à contenir. Et ce qui arrive ensuite,
ne dépend plus de Didi, ni de Cassie, mais de la mécanique judiciaire elle-même. Quand les autres voix sortent, la plainte de Cassie Ventura n'a pas simplement choqué l'opinion. Elle a déverrouillé quelque chose. En réglant l'affaire en moins de 48 heures, Sean Combs pensait contenir l'incendie. Il a fait exactement l'inverse. Car dans les semaines qui suivent, les langues commencent à se délier. Et cette fois, ce ne sont plus des rumeurs. Ce sont des plaintes, des témoignages, des récits concordants. Décembre 2023, la première vague. À peine un mois après Cassie, plusieurs femmes prennent contact avec des cabinets d'avocats spécialisés. Le point commun de leurs récits est troublant. Même lieu, même méthode, même schéma de contrôle, même peur. Elles décrivent toutes un environnement verrouillé où Didi n'agissait jamais seul. Garde du corps, assistant, employé de maison, chauffeur. Un écosystème entier au service d'un homme. Les accusations récurrentes. Les témoignages font apparaître un modèle clair. Séduction et promesses de carrière. Jeunes femmes approchées via l'industrie musicale. Des événements privés. Des soirées bad boy. Isolement progressif. Téléphones confisqués. Amis écartés. Dépendance financière organisée. Contrôle par la peur. Menaces voilées. Rappel constant de son pouvoir. Utilisation de vidéos compromettantes. Déplacements inter-États. Voyages organisés entre New York, Miami, Los Angeles, Atlanta, toujours sous prétexte de travail ou d'événements privés. C'est ce point précis qui attire définitivement l'attention des procureurs fédéraux. 2024. Les noms commencent à apparaître. Contrairement à Cassie, certaines plaignantes choisissent de ne pas rester anonymes. Parmi elles, Adria English, ancienne employée et participante à des événements privés. Elle affirme avoir été contrainte à des actes sexuels, sous pression psychologique constante, témoin d'abus répétés sur d'autres femmes. Son témoignage est particulièrement lourd car elle décrit l'organisation interne. Qui appelle qui surveille, qui ferme les portes. Dawn Richard, ex-membre de Danity Kane. Elle ne parle pas uniquement d'abus sexuels. Elle décrit violence physique, humiliation publique, menaces professionnelles. Son récit démontre que le comportement de Didi ne se limitait pas à la sphère privée. Le même homme, les mêmes méthodes, dans tous les contextes. Ce qui change fondamentalement, à ce stade, Didi n'est plus confronté à une ex-compagne. Il fait face à des témoignages indépendants, des récits cohérents, des faits étalés sur plus de 15 ans. Et surtout, aucune des femmes ne se connaît personnellement. C'est un point capital, juridiquement. Quand plusieurs personnes décrivent la même mécanique, sans coordination, on ne parle plus de coïncidence. On parle de pattern criminel. La justice fédérale entre officiellement en scène. Début 2024, les procureurs fédéraux ouvrent une enquête préliminaire. Discrètement, sans annonce publique, mais les signaux sont là. Demande de documents, audition de témoins indirects, analyse des déplacements, recoupement des plaintes civiles. La justice ne cherche plus à savoir si Didi a fauté. Elle cherche à savoir jusqu'où. Mars 2024. Les perquisitions. Le tournant visuel. Les images font le tour du monde. Les résidences de Sean Combs sont perquisitionnées. Los Angeles, Miami, par des agents fédéraux lourdement armés. Ce détail est fondamental. On ne mobilise pas ce type d'opération pour une affaire mineure. Les autorités saisissent. Support numérique. Téléphone, disque dur, documents financiers. Et surtout, elles embarquent les données, pas seulement les objets. Et c'est à travers cette perquisition que vous avez tous vu passer l'affaire de l'huile pour bébé. Ce que cela signifie, le cœur de l'enquête est numérique. L'industrie commence à comprendre. À partir de ce moment, les partenaires commerciaux prennent peur. Les marques se retirent. Les contrats sont gelés. Les collaborations disparaissent. Mais toujours, le même silence public. Personne ne défend Didi, mais presque personne ne le condamne ouvertement. Pourquoi? Parce que plus l'enquête avance, plus une question devient dangereuse. Qui savait? Et surtout, qui a fermé les yeux? Le point de non-retour. À la mi-2024, il est clair que cette affaire ne se réglera pas par des chèques. Trop de victimes, trop de faits, trop de preuves potentielles. Didi n'est plus un accusé médiatique. Il devient une cible judiciaire prioritaire. Et à ce moment précis, une autre dynamique se met en place.
celle de la peur. Peur chez ses anciens collaborateurs, peur chez ceux qui l'ont protégé, peur chez ceux qui ont profité du système. Car quand un empire commence à tomber, il entraîne toujours des noms avec lui. Pendant des mois, Sean Diddy Combs sent que l'étau se resserre. Les perquisitions de mars 2024 n'étaient pas un avertissement, c'étaient des préparatifs. À partir de ce moment-là, chaque déplacement est surveillé, chaque communication analysée, chaque contact cartographié. Diddy n'est plus un homme libre, il est en liberté surveillée sans le savoir. Été 2024, la stratégie de fuite déguisée. À l'été 2024, plusieurs sources confirment que Diddy réduit drastiquement ses apparitions publiques, évite les événements médiatisés, quitte régulièrement le territoire continental. Officiellement, repos, retraite, projet personnel. En réalité, anticipation d'un mandat fédéral. Ses avocats le savent. Les signaux sont trop clairs. Quand le fédéral prend son temps, c'est qu'il prépare quelque chose de lourd. Septembre 2024, l'erreur fatale. Selon des documents judiciaires révélés plus tard, Diddy tente alors une manœuvre classique chez les puissants acculés. Gagner du temps. Il multiplie les recours indirects, tente de négocier via des intermédiaires, cherche à savoir ce que le parquet détient réellement. Mais il commet une erreur majeure. Il continue de communiquer. Il continue de déplacer des fonds. Il continue de croire qu'il peut contrôler la narration. C'est précisément ce qui le trahit. Federal government is very deliberate in when they bring criminal charges. And for them to be executing this warrant now, I imagine this investigation has been going on for months or longer. And they usually do not indict someone, especially someone of this kind of... Octobre 2024. Le mandat tombe. Sans annonce préalable. Sans conférence de presse, un mandat d'arrêt fédéral est validé. Les chefs d'accusation sont scellés. Les détails ne sont pas encore publics. Mais une chose est claire, ce n'est plus une affaire civile. C'est désormais l'État fédéral contre Sean Combs. L'arrestation. Diddy est interpellé sans spectacle. Pas de caméra, pas de tapis rouge, pas de mise en scène. Parce que la justice fédérale ne cherche pas l'image. Elle cherche la neutralisation. Il est placé en détention provisoire. Ses avocats demandent immédiatement une libération sous caution. La réponse tombe rapidement. Refusé. Motif invoqué. Risque de fuite. Pression potentielle sur les témoins. Gravité des faits. À cet instant précis, Diddy comprend une chose essentielle. Il n'a plus aucun levier. La chute psychologique. Selon des sources pénitentiaires relayées par la presse judiciaire, les premiers jours en détention sont brutaux. Pas physiquement, psychologiquement. Plus de téléphone personnel. Plus d'assistants, plus de garde du corps. Seulement un numéro de détenu. Une cellule, un silence assourdissant. Pour un homme qui a passé sa vie à contrôler chaque pièce, chaque regard, chaque situation, c'est un effondrement intérieur. Novembre 2024. Les chefs d'accusation révélés. Lorsque l'acte d'accusation est rendu public, le choc est immense. Parmi les charges retenues, transport de personnes à des fins de prostitution, abus de pouvoir, conspiration, entrave potentielle à la justice. Le parquet fédéral ne parle plus d'un individu déviant. Il parle d'un système structuré, un réseau, une organisation, une mécanique répétée. La stratégie de la défense. Les avocats de Diddy adoptent une ligne claire. Relations consenties, mode de vie libertin, attaques opportunistes motivées par l'argent. Une défense classique, prévisible. Mais cette fois, elle se heurte à un mur. Trop de témoignages, trop de recoupements, trop de preuves numériques et surtout, des déplacements inter. État documenté. Ce point, juridiquement, est dévastateur. L'industrie comprend que c'est fini. À partir de l'arrestation, plus aucun doute, Diddy ne s'en sortira pas par un arrangement discret. Les entreprises coupent officiellement les liens. Les partenaires se désolidarisent. Les archives sont nettoyées. Son nom devient radioactif. Même ceux qui lui doivent leur carrière se taisent. Parce qu'un empire qui tombe ne protège plus personne. Le symbole est clair. L'arrestation de Sean Combs n'est pas seulement celle d'un homme. C'est celle d'un modèle, d'une impunité, d'une culture du silence. Pour la première fois, le hip-hop voit l'un de ses dieux traité comme n'importe quel justiciable. Pas d'exception, pas de passe-droit, seulement les faits.
quand tout est mis à nu. Le procès fédéral de Sean Diddy Combs s'ouvre au printemps 2025 dans l'un des lieux les plus redoutés par les élites américaines, le tribunal fédéral de Manhattan. Ce n'est pas un tribunal ordinaire. C'est là que tombent les empires financiers, politiques et mafieux. La sélection du jury, première bataille. Avant même le début des débats, la sélection du jury devient un champ de mine. Pourquoi? Parce que Diddy n'est pas un inconnu. C'est une figure mondiale. Des centaines de jurés potentiels sont récusés pour connaissance préalable de l'affaire, opinion arrêtée, exposition aux documentaires et aux médias. Le parquet insiste sur un point. La notoriété ne doit pas devenir une immunité. La défense, elle, craint un procès déjà perdu dans l'opinion. Après plusieurs jours, un jury est finalement constitué. Le procès peut commencer. L'acte d'accusation, la ligne du parquet. Dès l'ouverture, le procureur fédéral pose le cadre. Ce procès ne porte pas sur la célébrité, il porte sur l'abus de pouvoir. L'accusation affirme que Sean Combs a utilisé sa fortune, son influence, son réseau pour recruter, déplacer, contrôler et exploiter des femmes sur plusieurs années. Le mot est lâché. Système, pas un dérapage, pas une erreur, un fonctionnement répété. Les preuves clés présentées. Le parquet déroule méthodiquement. Les déplacements inter, État, billets d'avion, réservation d'hôtel, transferts bancaires, liés à des rencontres sexuelles organisées, les communications, messagers, emails, enregistrements vocaux, montrant une coordination claire, les témoignages, anciens collaborateurs, femmes, impliquées, personnel logistique, des récits concordants, des détails identiques, des schémas qui se répètent, les témoignages les plus lourds. Plusieurs témoins décrivent une pression psychologique constante, une dépendance financière organisée, des promesses de carrière jamais tenues, une peur réelle de représailles. Certains témoignages remontent à plus de 10 ans. La salle est tendue, silencieuse, parce que ce qui est décrit n'est pas spectaculaire. C'est glacialement structuré. La défense contre-attaque. Les avocats de Diddy plaident le consentement, le libertinage assumé, des relations entre adultes. Ils tentent de discréditer les témoins, motivation financière, contradiction mineure, délai de plainte. Mais un problème persiste. Le transport inter, État à des fins de prostitution, ne dépend pas du consentement. Et juridiquement, c'est là que tout bascule. Le moment clé du procès. Un agent fédéral prend la parole. Il explique calmement comment les déplacements ont été retracés, les paiements corrélés, les communications croisées, une démonstration froide, technique, implacable. À ce moment précis, la défense comprend que le cœur du dossier est verrouillé. Le verdict juillet 2025. Après plusieurs jours de délibération, le jury rend son verdict. Acquittement sur les chefs les plus lourds. Trafic sexuel d'enfants. Entreprise criminelle de type RICO. Mais coupable de transport de personnes à des fins de prostitution. Sur 2 chefs distincts. Un verdict hybride, mais suffisant. Parce qu'il entraîne une peine de prison ferme obligatoire. La salle réagit à peine. Le choc est silencieux. Pourquoi ce verdict est décisif? Parce qu'il établit une vérité judiciaire claire. Même sans prouver un réseau criminel total, la justice a prouvé que Diddy a organisé et facilité l'exploitation. C'est la fin de l'ambiguïté, la fin de la zone grise, l'attente de la sentence. Entre juillet et octobre 2025, Diddy attend, en détention. Ses avocats plaident la clémence. Œuvre caritative, rôle de père, absence de condamnations antérieures. Le parquet, lui, insiste. Abus de pouvoir, absence de remords. Message à envoyer. La question n'est plus s'il ira en prison, mais combien de temps. Le verdict est tombé. P. Diddy est acquitté des accusations de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs qui pesaient sur lui. They acquitted him of the sex trafficking, which he was absolutely innocent of. They acquitted him of the racketeering conspiracy that he was absolutely innocent of, and all of the components to it. Le rappeur américain connu sous le nom de Puff Daddy évite ainsi la prison à perpétuité. À l'annonce de ce verdict, P. Diddy s'est effondré sur les genoux avant de prier et de se tourner vers les jurés pour lancer un merci. Une victoire pour sa famille et ses fans qui n'ont pas caché leur joie devant le tribunal à New York.
I talked to Sean. For those of you who know, I've known him for almost 20 years. He's thankful, he's relieved, and he thanks the jurors. They saw through an overcharged, overzealous, kind of a crazy prosecution. 50 mois pour un empire. Le 3 octobre 2025, dans la même salle du tribunal fédéral de Manhattan, Sean Diddy Combs fait face à ce qu'il a toujours évité. Une décision qu'il ne contrôle pas. Ce jour-là, il n'est plus producteur, plus magnat, plus faiseur de carrière. Il est un condamné fédéral. L'audience de sentence. La salle est pleine. Médias, avocats, observateurs. Le juge fédéral ouvre la séance en rappelant un point fondamental. La notoriété ne constitue ni une circonstance atténuante, ni une circonstance aggravante. La loi s'applique de la même manière. Le tribunal doit désormais trancher une seule chose, la durée de la peine. La position du parquet. Les procureurs fédéraux demandent une peine significative. Leur argumentaire est clair. Abus de pouvoir prolongé. Exploitation facilitée par la richesse. Absence de reconnaissance sincère des faits. Risque de banalisation si la peine est trop faible. Selon eux, Diddy n'est pas un délinquant occasionnel. C'est un homme qui a structuré son impunité. Il rappelle que sans les plaintes civiles, sans la persévérance des victimes, sans l'enquête fédérale, ces faits n'auraient jamais été jugés. La défense plaide la clémence. Les avocats de Diddy jouent leur dernière carte. Ils évoquent ses actions philanthropiques et ses enfants, son âge, l'impact psychologique de la chute. Ils insistent sur le verdict partiel. Il n'a pas été reconnu coupable des accusations les plus graves. Ils demandent une peine réduite, voire une peine aménagée. Mais le juge recentre le débat. Le raisonnement du juge. Dans son délibéré, le magistrat expose sa logique point par point. Gravité des faits. Le transport inter, état à des fins de prostitution, est une infraction fédérale majeure. Position dominante. Diddy n'a pas agi sous contrainte. Il était en position de force absolue. Responsabilité morale. Le tribunal note une absence de véritable remise en question publique. Message judiciaire. La peine doit dissuader les abus futurs, surtout chez les figures puissantes. Le verdict tombe. À 11h47, le juge prononce la sentence. 50 mois de prison fédérale. Amende de $500 000. Incarcération immédiate. Soit 4 ans et 2 mois. Sans sursis. Sans arrangement. Un silence lourd envahit la salle. Diddy baisse la tête. Aucune déclaration. L'incarcération. Quelques heures plus tard, Sean Combs est transféré au Metropolitan Detention Center, MDC, de Brooklyn, un établissement fédéral connu pour ses conditions strictes, son isolement, l'absence de privilèges, pas de cellule VIP, pas de traitement spécial. Pour la première fois de sa vie, Diddy dépend d'un horaire carcéral. Réactions immédiates. Les victimes, soulagement partiel, mais pas de triomphe. Les médias parlent d'une chute historique. L'industrie, silence quasi total. Personne ne le défend publiquement. Les conséquences juridiques immédiates. Cette condamnation entraîne l'effondrement de plusieurs partenariats commerciaux, la rupture de contrats en cours, la fragilisation totale de Bad Boy Records. Mais surtout, elle renforce massivement les poursuites civiles, car désormais, un tribunal fédéral a reconnu l'exploitation organisée, le symbole, 50 mois, pour un homme qui a contrôlé des milliards, des carrières, des vies. Ce n'est pas une vengeance, c'est un signal adressé à toute l'industrie. Le pouvoir protège, jusqu'au jour où il ne protège plus. L'argent, le silence et la peur. L'incarcération de Sean Diddy Combs n'est pas la fin de l'affaire. C'est le début de l'effondrement systémique. Car si la justice a frappé l'homme, le marché, lui, s'attaque à l'empire. Effondrement immédiat de l'écosystème Combs. Dès l'annonce de la sentence du 3 octobre 2025, Bad Boy Records voit sa valeur chuter brutalement. Plusieurs contrats de distribution sont gelés. Des partenaires commerciaux activent des clauses de moralité. Le nom Diddy devient toxique. Dans l'industrie, ce n'est pas la condamnation qui tue. C'est le risque réputationnel. Les marques se désengagent. En quelques semaines, des campagnes publicitaires sont retirées. Des produits disparaissent
des rayons, des collaborations sont officiellement suspendues. Aucune conférence de presse, aucune prise de position morale. Juste une logique froide, protéger les profits. Bad Boy Records. Une marque orpheline. Le label fondé dans les années 90, symbole de la domination du hip-hop new-yorkais, se retrouve dans une zone grise juridique et financière. Direction paralysée. Décisions stratégiques bloquées. Actifs surveillés par les avocats. Certains artistes historiques prennent leur distance, retirent discrètement leur image, évitent toute référence publique. Personne ne veut être associé. Au nom qui brûle, le silence de l'industrie. Une stratégie. Ce qui frappe le plus, ce n'est pas l'attaque contre Diddy, c'est l'absence de défense. Aucune grande figure du hip-hop ne prend la parole pour lui. Pas de Jay-Z, pas de Dr. Dre, pas de soutien institutionnel. Pourquoi? Parce que parler, c'est risquer d'être interrogé. Que saviez-vous? Depuis quand? Pourquoi vous vous êtes tu? Le silence devient une assurance-vie médiatique. Hollywood et les médias. Même logique. Projets annulés. Apparitions archivées. Documentaires recontextualisés. Les plateformes coupent les liens, sans jamais expliquer pourquoi. Le message est clair. On efface, on n'analyse pas. L'effet domino financier. Selon les estimations de la presse économique américaine, pertes cumulées en centaines de millions. Actifs gelés ou réévalués à la baisse. E-sociétés satellites mises en danger. Et ce n'est que le début. Les poursuites civiles prennent le relais. La condamnation pénale change tout. Elle devient une arme juridique. Les plaignantes civiles, Adria English, Dawn Richard, autres victimes anonymes, appuient désormais leur dossier. Sur un fait incontestable, un tribunal fédéral a reconnu l'exploitation organisée. Le seuil de preuve est plus bas en civil. Le risque financier est plus élevé. Diddy derrière les barreaux. Impuissance totale. Depuis le MDC de Brooklyn, Diddy ne contrôle plus sa communication, ne gère plus ses entreprises, dépend entièrement de ses avocats. Chaque décision prend des semaines. Chaque signature devient un problème. L'homme qui décidait de tout n'a plus accès à rien. La peur comme héritage. Dans les coulisses, une autre réalité apparaît. Des managers, des agents, des cadres de labels révisent leurs pratiques. Pas par morale, par peur, car l'affaire Diddy a prouvé une chose. L'impunité n'est jamais éternelle. Un empire sans défenseur. Ce chapitre se termine sur un constat brutal. Pas de mobilisation, pas de solidarité, pas de loyauté. Quand le pouvoir tombe, il tombe seul. Diddy a construit un empire sur le contrôle. Il le perd dans le silence. De la rivalité au coup de grâce médiatique. Quand Sean Diddy Combs entre en prison en octobre 2025, un autre homme comprend immédiatement une chose. La partie n'est pas finie. Curtis Jackson, alias 50 Cent, n'est pas un spectateur. Il est le seul acteur prêt à transformer la chute judiciaire de Diddy en exécution médiatique mondiale. Une rivalité qui ne date pas d'hier. Contrairement à ce que beaucoup racontent, la guerre entre Diddy et 50 Cent n'est ni musicale, ni personnelle au départ. Elle est idéologique. Diddy incarne le pouvoir institutionnel. 50 Cent incarne l'outsider. Devenu stratège, dès le début des années 2000, 50 Cent accuse publiquement Diddy d'hypocrisie, de domination toxique, de manipulation de l'industrie. À l'époque, ces propos sont ignorés, parce que Diddy est intouchable. 2023, 2024, 50 Cent observe, ne parle pas encore. Quand la plainte de Cassie Ventura éclate en novembre 2023, 50 Cent ne se précipite pas. Il observe, il archive, il attend. Même chose lors des premières vagues de plaintes civiles en 2024. Il ne s'expose pas, il ne surjoue pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît une règle fondamentale. Attaquer trop tôt, c'est perdre. Octobre 2025. Le moment parfait. La condamnation pénale change tout. Diddy est reconnu coupable, incarcéré, juridiquement affaibli. Il ne peut plus, intimider, contre-attaquer, contrôler le récit. C'est là que 50 Cent agit. L'annonce du documentaire Netflix, quelques semaines après l'incarcération, 50 Cent annonce officiellement la production d'une mini-série documentaire sur Diddy. Le message est clair. Ce ne sera pas une défense. Ce ne sera pas un résumé judiciaire. Ce sera une autopsie.
Netflix valide. Le budget est conséquent. La diffusion est mondiale. Une stratégie froide, méthodique. 50 Cent ne cherche pas à prouver la culpabilité pénale. La justice l'a déjà fait. Son objectif est autre. Détruire l'image résiduelle. Il cible les silences, les contradictions, les complicités passives. Il reconstruit 30 ans de pouvoir, avec une question centrale. Comment tout le monde savait et personne n'a parlé? Une promotion calculée. Contrairement au documentaire classique, 50 Cent devient le moteur narratif. Il multiplie interviews provocatrices, posts Instagram moqueurs, références directes à la prison. Mais rien n'est improvisé. Chaque apparition sert à maintenir la pression, empêcher l'oubli, créer un feuilleton permanent. L'épisode des fleurs, un message codé. Un événement intrigue particulièrement. Dans un club à Miami, 50 Cent reçoit des fleurs envoyées par Diddy. Un geste en apparence anodin, mais dans certains codes de rue et dans la symbolique mafieuse, les fleurs peuvent être une menace. 50 Cent comprend immédiatement le message. Sa réponse est chirurgicale. Photographie des fleurs. Il poste l'image publiquement. Résultat, la menace devient protection. Toute action contre lui devient impossible. L'humiliation comme arme. 50 Cent va plus loin. Il accorde volontairement une interview à une chaîne diffusée dans la prison, ABC, où Diddy est incarcéré. Ce n'est pas un hasard, c'est une humiliation ciblée. Il ne veut pas seulement que le monde regarde, il veut que Diddy regarde aussi. Justice ou opportunisme? La question dérange. 50 Cent agit-il par morale ou par profit? La réponse est simple. Les deux. Il capitalise sur l'attention, le scandale, la chute, mais il ne ment pas. Il ne fabrique pas les faits. Il exploite un moment que personne d'autre n'ose exploiter. Le coup de grâce médiatique. Quand le documentaire sort, Diddy ne peut plus répondre. Il est physiquement absent, juridiquement limité, médiatiquement encerclé. Le narrateur a changé, et l'histoire aussi. Ce n'est plus le récit de Diddy, c'est celui de sa chute. L'autopsie publique n'est pas le verdict final. Quand le documentaire produit par 50 Cent est diffusé sur Netflix, ce n'est pas un simple contenu de plateforme. C'est un choc institutionnel. Pour la première fois, un géant du streaming mondial consacre une série entière à la déconstruction méthodique d'un homme encore vivant, encore présent symboliquement, mais déjà condamné par la justice. Ce n'est pas un hommage, ce n'est pas une enquête judiciaire, c'est une autopsie publique. Un format pensé comme une arme narrative. Le documentaire n'est pas construit comme un film classique, c'est une opération en plusieurs épisodes. Chaque partie a une fonction précise. Installer la domination, fissurer l'image publique, exposer les mécanismes, isoler les responsabilités. Aucune musique héroïque, aucune glorification, aucun montage émotionnel excessif. Le ton est clinique, le rythme est lent, l'effet est implacable. Tout est fait pour que le spectateur ne réagisse pas, mais assimile. Des images dérangeantes, pas spectaculaires. Netflix diffuse des archives privées, des images backstage, des vidéos de soirées non publiques, des enregistrements jamais utilisés devant un tribunal. Rien n'est choquant au sens hollywoodien, mais tout est profondément dérangeant. Pourquoi? Parce que ce que l'on voit, ce n'est pas un monstre caricatural. C'est un système qui fonctionne normalement. La parole de ceux qu'on n'écoute jamais. Le documentaire donne la parole à d'anciens collaborateurs, des assistants, des producteurs secondaires, des artistes passés par Bad Boy, pas des superstars, pas des figures médiatiques, des témoins périphériques, des gens ordinaires. Ceux qui vivaient à l'intérieur du système sans le contrôler. Tous racontent la même chose, la peur, la dépendance, le silence imposé, et surtout cette phrase qui revient sans cesse. À l'époque, ça nous semblait normal. Le cœur du sujet, le pouvoir, pas le sexe. Contrairement à ce que beaucoup attendaient, le documentaire ne se concentre pas uniquement sur les accusations sexuelles, il insiste sur quelque chose de plus fondamental. Le contrôle absolu. Contrôle financier, contractuel, psychologique, médiatique. Le sexe n'est pas présenté comme une obsession. Il est présenté comme un outil parmi d'autres, un levier, un moyen de domination. Les contrats, l'arme invisible.
Un épisode entier est consacré au contrat, clauses abusives, dépendance économique totale, pressions implicites constantes. Quitter Didi, ce n'était pas partir ailleurs, c'était perdre sa carrière, perdre ses réseaux, perdre sa protection, et parfois se mettre en danger. L'état absent, encore une fois, le documentaire pose une question frontale. Comment un tel système a-t-il pu exister pendant plus de 20 ans, sans intervention sérieuse des autorités? Il montre des alertes ignorées, des plaintes étouffées, des enquêtes jamais menées jusqu'au bout. Pas par complot, par confort, par lâcheté institutionnelle. Mais une vérité dérangeante doit être dite. Beaucoup de spectateurs ont regardé ce documentaire comme une vérité absolue. Et c'est là que le danger commence. Parce qu'un documentaire, surtout produit par un ennemi déclaré, reste une construction narrative. Soyons honnêtes, si un jour vous deviez produire un documentaire sur votre pire ennemi, à quoi ressemblerait-il? Il dirait votre vérité, pas forcément toute la vérité. 50-100 raconte sa version, parfois des faits, parfois des interprétations, parfois des silences stratégiques. C'est humain. C'est aussi la nature de 50-100. Et ceux qui le connaissent vraiment le savent. D'ailleurs, dans les prochains jours, nous reviendrons en profondeur sur la manière dont 50-100 utilise le récit, le pouvoir et la manipulation, notamment à travers son travail sur la série Power et la transformation du personnage de Ghost au profit de Tariq. Revenons au documentaire. Alors non, ce documentaire n'est pas vide, mais il n'est pas neutre. Il n'est pas une cour de justice. Il n'est pas une vérité finale. Il est une arme narrative puissante, dans un contexte où Didi ne peut plus répondre. 50-100, producteur ou procureur. La question revient souvent. 50-100 est-il devenu un juge médiatique? La réponse est plus inconfortable. Il n'accuse pas directement. Il montre, il assemble, il contextualise. Et il laisse le public conclure. C'est précisément ce qui rend ce documentaire dangereux et efficace. Une onde de choc durable. Ce documentaire ne fragilise pas seulement Didi. Il fragilise l'industrie musicale, les majors, les plateformes, les mécanismes de silence. Il rappelle une vérité brutale. Le pouvoir sans contrôle finit toujours par se retourner contre lui-même. Et surtout, il prépare le terrain pour la question finale. Qui sera le prochain? L'industrie face à ses fantômes. La chute de Didi ne marque pas la fin d'une histoire. Elle marque le début d'un malaise. Car une fois le rideau tombé, une question devient impossible à éviter. Et maintenant que le système est exposé, maintenant que les mécanismes sont visibles, maintenant que le silence n'est plus crédible. Didi n'était pas une anomalie. L'erreur serait de croire que Didi était une exception. Il était un produit. Le produit d'une industrie où le pouvoir est concentré, où la réussite justifie tout, où le silence est récompensé. Les majors le savaient, les managers le savaient, les plateformes le savaient. Mais tant que l'argent entrait, personne n'avait intérêt à parler. Les artistes, victimes, mais pas toujours innocents. Le documentaire le montre clairement. Beaucoup d'artistes ont souffert, mais il pose aussi une vérité dérangeante. Certains ont vu, certains ont compris, certains ont profité, et ont choisi de se taire, pas par cruauté, par peur, par ambition, par survie. Dans cette industrie, le silence est parfois le prix du succès. La banalisation du mal, c'est peut être l'aspect le plus inquiétant. Ce qui ressort des témoignages, ce n'est pas l'horreur permanente, mais la normalité, des comportements inacceptables, devenus routiniers, des abus intégrés au décor, des limites déplacées progressivement. Et à force, plus personne ne sait où est la ligne. Un message pour les jeunes qui regardent. Si vous vivez dans un environnement où tout semble toxique mais normal, où la violence, la manipulation, l'humiliation sont banalisées, ce n'est pas la vie, ce n'est pas le prix à payer. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Changer de milieu, changer de ville, changer de fréquentation, ce n'est pas fuir, c'est survivre. Les autorités face à leurs contradictions. La France, les États-Unis, les grandes puissances, capables de frapper à l'étranger, de neutraliser des menaces lointaines, de surveiller des populations entières, mais incapables, pendant des années, de démanteler des systèmes criminels, installés sous leurs yeux. Le problème n'est pas technique, il est politique, il est moral. L'après Didi,
rien n'est réglé. Didi est tombé. Mais les structures sont toujours là. Les mêmes contrats, les mêmes rapports de force, les mêmes silences stratégiques. Tant que l'industrie ne se réforme pas, tant que le public consomme sans questionner, tant que le succès excuse tout, un autre Didi émergera. Sous un autre nom, dans un autre genre, avec les mêmes méthodes. Ce documentaire n'est pas une fin. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas une victoire. C'est un avertissement. Un rappel brutal que le pouvoir corrompt, le silence protège les prédateurs, et que la vérité dérange toujours, mais finit par sortir. Cette vidéo n'a pas été faite pour divertir, ni pour juger, ni pour régler des comptes. Elle a été faite pour comprendre, pour prévenir et pour rappeler que personne n'est intouchable. Si ce documentaire vous a ouvert les yeux, soutenez la chaîne, partagez cette vidéo et allez voir notre enquête complète sur la DZ Mafia pour comprendre comment les mêmes mécanismes de pouvoir, de silence et de violence se répètent partout, cette fois en France, sous des formes différentes. Parce que tant qu'on regarde ailleurs, le système, lui, continue de fonctionner.